Y a pas de raison que ça se passe mal. Y a pas de raison que ça se passe mal. Un matin d'hiver, t'es arrivé tout en colère, en train d'insulter le coiffeur qui t'avait loupé. C'est un peu raté pour aller pécho cet été, mais calme-toi donc un peu, tu as toujours de beaux yeux bleus. T'en fais pas pour ça, ça repoussera. Laisse-moi jouer un petit peu avec tes cheveux. T'en fais pas pour ça, ça repoussera. Laisse-moi jouer un petit peu avec tes cheveux. Mes chers compatriotes, aujourd'hui on va parler d'un gros morceau de l'histoire de France. Le mastodonte de la politique. La Rolls-Royce de la classe à la française. Le top 1 du classement des plus grands Français de tous les temps, selon la télévision française, alors que Napoléon n'est qu'à la 16e position. La personnification charnelle du patriotisme. Une moustache hors du commun entretenue par un général haut de 1m96 et c'est 30 cm de plus que Nicolas Sarkozy. L'emblème de la résistance avec un grand R et du sacrifice pour une France libérée, une France forte, une France... Et pas n'importe laquelle. Je nomme le grand, le vrai, l'éternel, le G, le... Alors pourquoi je parle de ça ici? Parce qu'il y a quelques jours, j'étais au mémorial de Charles de Gaulle de Colombey-les-Deux-Églises. Et Colombey-les-Deux-Églises, c'est le petit village du 5-2 dans lequel Charles de Gaulle a passé une grosse partie de sa vie et dans lequel il mourut. Il n'est pas né à Colombey-les-Deux-Églises, il est né à Lille, mais Charles de Gaulle aura un attachement tellement important sur ce village que c'est Colombey-les-Deux-Églises qu'on retiendra pour parler du général de Gaulle. Alors je sais qu'il y a énormément de choses à dire sur Charles de Gaulle, mais là je ne parlerai que de la première partie de sa vie. Donc tout ce qui suivra la Seconde Guerre mondiale, je ne vais pas l'évoquer parce que sinon la vidéo pourrait durer des heures. Charles de Gaulle, né d'une mère catholique et d'un père patriote, il va évidemment baigner dans cet élan de nationalisme contre les Allemands qui a suivi la guerre de 1870. Âgé de 24 ans lorsque la guerre éclate, il sera mobilisé avec ses 3 frères sur le front de Verdun. Mais il partira avec un certain enthousiasme. La guerre mondiale, lui, il est content. Il part vers le front avec une certaine fierté, mais ça, c'est en sous-estimant l'horrorité de la guerre. Il rentrera décoré capitaine avec, je cite, l'âme laminée. Après cette guerre et cette éducation, Charles de Gaulle aura une réputation d'homme de poigne et de caractère. Il rédigera plusieurs bouquins sur la guerre et les armées, développera des théories sur les capacités considérables que peuvent avoir les blindés pour effectuer des percées. Ces théories et ces bouquins vont faire énormément parler de lui et vont susciter beaucoup d'intérêt chez... C'est con ça. Ouais, c'est con. Après avoir été affecté au 500e régiment de chars de combat à Metz, il va très durement critiquer la ligne Maginot qui est, selon lui, complètement inutile. La suite, vous la connaissez plus ou moins. Mais Charles de Gaulle, lui, aura prédit, des mois avant les premiers combats, la drôle de guerre. Il est si parfait. La suite, vous la connaissez plus ou moins, la France sera divisée en 2 parties, donc la France occupée, le nord, et la France libre, le sud. Mais est-ce qu'on peut parler d'une France libre lorsqu'elle est dirigée par un fils de traître? Bon, je reviendrai sur ce bâtard un peu plus tard. Charles de Gaulle va fuir la France et abandonner temporairement sa femme pour Londres, où il récitera son très célèbre discours qui va inciter les Français à ne pas perdre espoir. C'est plus ou moins la naissance non officielle de la résistance française. À tous les Français, la France a perdu une bataille, mais n'a pas perdu la guerre. Manque de bol, les nazis auront le contrôle sur la radio française. Donc,
aucun Français situé sur le territoire métropolitain n'aura entendu le discours. Ça, c'est pas de chance. Mais un sale fils de traître, dont je ne vais pas citer le nom parce que sinon ça va lui faire de la pub, aura entendu ce discours. Juste après ça, il destituera Charles de Gaulle de sa fonction de général. Sale bâtard, va. Le 2 août 1940, il condamne Charles de Gaulle à mort. Connard, va. Même si cette condamnation n'aura pas de suite, il destituera le 8 août 1940 Charles de Gaulle de sa nationalité française. Sale fils de pute! Cependant, le discours aura quand même fait beaucoup de bruit chez les Français qui auront fui la France, à savoir en Angleterre surtout, dans les côtes du Nord et en Afrique. Et c'est justement en Afrique que beaucoup de choses vont se jouer pour le destin de la France. Le général de Gaulle va léguer au maréchal Leclerc la mission de récupérer la ville de Koufra en Libye qui était jusqu'alors possédée par les Italiens. La Libye en 1941, c'est là que le vent va tourner pour le destin français. Le général Leclerc, avec sa petite escouade, va récupérer la ville de Koufra en Libye et sera officiellement la première victoire de ce qu'on va appeler la France libre. Charles de Gaulle enverra un télégramme au maréchal Leclerc pour le féliciter et ce dernier lui répondra ce très célèbre serment: nous ne déposerons les armes que lorsque nos très belles couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. L'année d'après, une très célèbre bataille qui va rentrer dans un conflit qu'on appelle la guerre du désert sera remportée par la France libre et les Anglais. Il s'agit de la bataille de Bir Hakeim. Donc le discours de Gaulle et les victoires durant la guerre du désert vont faire officiellement naître le gouvernement appelé la France libre. Ce après quoi Adolf Hitler déclarera: accrochez-vous, c'est bien une nouvelle preuve de la thèse que j'ai toujours soutenue, à savoir que les Français sont après nous les meilleurs soldats de toute l'Europe. Dans votre cul les Anglais. Bonjour. N'oublions pas que si la France en a pu en arriver là, c'est surtout grâce aux colonies qui étaient dirigées non pas par les Allemands mais par Vichy. Ce sont des territoires dans lesquels la France libre a pu se développer secrètement dans le dos de Vichy. Et deuxièmement, beaucoup de soldats et de généraux africains auront eux entendu le discours de Charles de Gaulle. Ils prêteront alors beaucoup d'armes, beaucoup de soldats et beaucoup de mains pour la France libre. Début de l'année 1942, on compte environ 50 000 soldats de la France libre. Et la suite, vous la connaissez. Entre le 19 et le 25 août 1944, Paris sera libéré et le 26 août, Charles de Gaulle marchera sur les Champs-Élysées.